retrouvons aujourd'hui à Marseille, accueillis au sein du cinéma L'Alhambra, dans le cadre du projet piloté par le comité d'histoire du ministère Jeunesse et Sport. Ce projet portant sur l'histoire des instructeurs nationaux d'éducation populaire. Nous sommes donc aujourd'hui en présence de Jean-Pierre Daniel, conseiller technique cinéma à la retraite, témoin d'une période fondatrice dans l'histoire de notre ministère et du déploiement de l'éducation populaire. Cette histoire, Jean-Pierre l'a vécue, l'a accompagnée à partir de 1964 et jusqu'en 2004 au sein de la Direction régionale jeunesse et sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je lui laisse donc maintenant la parole pour vous la conter. Nous sommes installés dans la verrière de l'Alhambra. C'est un lieu cinématographique municipal situé au nord de la ville de Marseille, du côté de l'Estac. L'Estac, limite de la ville, rendue célèbre par des peintres comme Cézanne et Braque, et des cinéastes comme René Alliot ou plus récemment Robert Guédiguian. Nous, c'est-à-dire Romain Legrand, opérateur venu spécialement de l'INSEP, Gildo Caruso, qui est un conseiller d'éducation populaire inspecteur à l'ADR, c'est ce que tu m'as dit, inspecteur, et moi-même, Jean-Pierre Daniel, donc conseiller technique et pédagogique pour le cinéma, à la retraite depuis 2004, comme tu viens de le dire, après 40 ans de service auprès de la DR d'Aix-Marseille. Et vous, présence virtuelle indéfinie, mais curieuse, puisque au-delà de la caméra et du micro qui nous enregistre, vous nous regardez et nous écoutez. Donc un enregistrement que l'on va faire comme on prépare une bouteille que l'on jette à la mer. Permettez-moi de remercier l'équipe de l'Alhambra pour son accueil aujourd'hui. L'existence même de ce lieu, son histoire sont au cœur de l'interrogation qui nous réunit aujourd'hui. Artistes, artisans, pédagogues et fonctionnaires. Des instructeurs au conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, 75 ans d'action culturelle singulière, 1944-2019. Soit pour moi aujourd'hui réfléchir, raconter de ce point de vue la relation entre l'expérience vécue de ma pratique, le cinéma en tant qu'art, et ma fonction de conseiller technique et pédagogique de cinéma entre 1964 et 2004 à Marseille, et tous les ricochets qui en sont issus. J'ai choisi comme titre de cette intervention « Pédagogie de l'éducation artistique », qui est selon moi la problématique actuelle de ce questionnement. Alors l'Alhambra en deux mots. En 1986, j'ai répondu à la demande de la ville à la question « Comment faire de cet ancien cinéma de quartier, abandonné depuis 5 ans, un centre culturel à l'échelle des 15 et 16e arrondissements de la ville, soit un territoire rassemblant plus de 100 000 habitants, une ville comme Nîmes, sans aucun équipement culturel spécifique ?» Et j'ai répondu, et j'ai proposé, en créant un lieu public où l'expérience artistique cinématographique puisse s'inscrire dans la vie quotidienne de la population proche et, au-delà, dans celle de toute la ville, en indiquant tout de suite la priorité d'une action pédagogique spécifique en direction des enfants. C'est ainsi que j'ai pu, avec une petite équipe, élaborer le projet, faire l'étude de faisabilité, l'étude scénographique, assurer le suivi de l'élaboration des plans et du chantier, celui de son équipement, et une fois terminé en 1990, prendre la direction de son action jusqu'à ma retraite en 2004 et au-delà, jusqu'en 2010, à l'occasion des 20 ans du nouvel Alhambra et du passage de relais à William Benedetto qui le dirige encore aujourd'hui. J'ai donc développé cette mission en tant que cinéaste et fonctionnaire, CTP de cinéma, dans le cadre d'un accord entre la ville de Marseille et la direction régionale d'Aix-Marseille. Voilà, pour ce qui est de l'Alhambra et de ce premier rapport entre les deux termes de l'interrogation. Mais avant de poursuivre sur mon chemin, j'aimerais évoquer celui d'un autre cinéaste CTP, Pierre Gurgan, aujourd'hui disparu, que j'ai croisé et avec qui j'ai partagé le même point de vue sur notre travail. Il était rattaché à l'INGEP, à Marly-le-Roi, après tout un parcours de Paris au Poitou, à la Polynésie, et dans le pays minier du nord de la France, avec un retour en Poitou. Et il se définissait comme réalisateur, point de suspension, et conseiller cinéma à l'INGEP, artiste et fonctionnaire. Un de ses grands ouvrages a été réalisé dans les années 80 dans le pays minier, après avoir partagé la tentative d'un autre CTP photo de l'INGEP, Christian Vandenbusch, finalisé par un roman photo. Il avait souhaité y déplacer les stages d'initiation qu'il conduisait à Marly sur le cinéma direct,
l'outil et les langages. Il a même demandé à être muté dans cette région pour y poursuivre un travail de réalisation partagé avec les mineurs et leurs familles dans le cadre de l'atelier de création en pays minier qu'il avait fondé. En 2004, c'est à Marseille, dans un autre lieu de création cinématographique totalement atypique, le Polygone étoilé, que des rushs inédits de ces démarches ont été montés par un jeune réalisateur, Aaron Siver. Un film, Flaky et camarades, et un livre DVD édité en 2012 par les éditions communes permettent de retrouver cette expérience artistique qui renvoie à l'autre grande tentative de création cinématographique ouvrière, celle des groupes Medvekin, initiée par Chris Marker et sa coopérative Sloan, devenue Iskra, en 1965. Un cinéaste essentiel qui fait lien entre nous deux. Et donc, le livre DVD, c'est ce petit livre-là, avec des textes très, très intéressants autour de cette question d'un cinéma fait par ou un cinéma avec. Là, il s'agit du pays minier. Et le point de départ de mon récit, une fois cette parenthèse et cet appel à la mémoire de Pierre, c'est un autre film. Un film qui s'appelle Le temps d'un stage, produit en 1961 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. En 1961, j'ai 22 ans. Je suis devenu élève opérateur à l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques. Un de mes professeurs, Guylain Cloquet, me propose d'accompagner des instructeurs d'art plastique et de photographie du ministère de la Jeunesse et des Sports qui veulent faire pendant l'été au Krebs Boulouris un film, dans le cadre d'un stage de réalisation art plastique. Sa sœur, Edmé Cloquet, elle-même instructeur photo à l'INGEP, travaille avec cette équipe. Elle vit avec l'un des instructeurs concernés, Serge Lagrange, le fils de Léo Lagrange, le ministre du Front populaire. Les deux autres porteurs de ce projet sont Pierre Russenot et Gilles Duché, tous deux artistes peintres, et pour Gilles Duché, décorateur de théâtre. Le projet du film était de rendre compte de l'expérience de ce stage et de sa pensée. Un petit livre, un petit cahier d'une association qui s'appelait Éducation et vie sociale raconte les stages de réalisation de l'été 1961. Et il y a un texte fait par Gilles Duché et Pierre Russenot sur ce stage. Et je vais vous en lire un petit bout. Ce livre est, paraît-il, introuvable. Il a disparu de toutes les archives, donc il est là. J'en ai un exemplaire que je mettrai dans mes propres archives. Et voilà ce que disait Gilles Duché à propos de ce travail. Il s'agissait avant tout de se frayer prudemment un chemin dans la brousse des clichés qui nous sont imposés depuis l'enfance. Tenter de remettre en question ses valeurs, ses canons, ses règles, de les écarter peut-être. Enfin chercher à voir, telle du moins pouvait être la question posée. Tenter ainsi d'échapper à une envahissante dépersonnalisation pour s'efforcer d'être un peu plus soi-même. Il s'agissait donc vraiment d'une sorte de moment de vérité. C'est ce moment de vérité que nous avons cherché à vivre et à faire revivre par des images. Telle est l'histoire que notre film se propose de raconter. Tentative ambitieuse, notre expérience, notre aventure requérait que ce fût le stage et les stagiaires qui soient objet même de notre démonstration à propos d'art plastique, que les stagiaires eux-mêmes soient impliqués et directement concernés dans leur personne, plutôt que des méthodes ou des moyens. Ainsi, les stagiaires et le stage s'affirmaient-ils comme matière vivante du film. Il fallait vérifier à l'occasion de ce stage et de ce film qu'au-delà de branches, d'eau, de parasols, de baigneuses, de carrières, de machines et de visages, au-delà aussi d'une maladresse, d'une naïveté ou d'un savoir-faire, il y avait une partie à jouer, en réalité très personnelle et très exigeante, au niveau d'une très pressante et très universelle confrontation. Un groupe de stagiaires volontaires pour faire ce film, mettant en œuvre individuellement des gestes de création plastique, ils n'arrêtaient pas de dessiner, de peindre. Le lieu choisi, Boulouris, c'est la côte sauvage de l'Estérel et son arrière-pays très proche, et c'était la seule contrainte qui leur était imposée, c'est de travailler là et pas ailleurs. Chacun entreprenait librement de développer ses images sur les supports et les formats qu'il choisissait. Les instructeurs en faisaient de même. Les rendez-vous collectifs structuraient le temps. Ils étaient l'occasion d'échanges entre les stagiaires et les instructeurs. Regard de spectateurs, travail critique, parole des instructeurs, plasticiens. Le film tentait de saisir ce travail et ces échanges à partir d'un cadre théorique qui avait bien du mal à être suivi
bousculé par la dynamique de l'expérience collective. Pour moi, c'était un pari difficile. Enregistrer correctement les plans envisagés et aussi tenter de saisir en direct, à partir de la formation que je venais juste de recevoir, le processus de travail, mais surtout écouter des échanges entre les instructeurs et les stagiaires dans le temps même du stage. Je me souviens avoir résisté au refus permanent des instructeurs, de l'anecdote, du pittoresque, du sens illustré. Je ne comprenais pas leur affirmation de la nécessité de penser la forme et le fond ensemble, une approche théorique que je ne reliais pas à ma pratique de jeune opérateur en formation. Et il y a une photo qui a été faite par Serge Lagrange, me prenant, je vous la montrerai, je pourrais l'insérer. C'est à peu près l'état dans lequel j'étais pendant tout le tournage d'une interrogation absolument. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe? Je venais de découvrir la pensée artistique et pédagogique de la plupart des stages de réalisation du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'époque, basée sur une expérience artistique concrète, partagée et sa mise en débat collectif. Vous retrouvez exactement les mêmes structures, que ce soit en théâtre, en musique, en poésie, en littérature. Tous les témoignages concordent, mettant toujours en avant l'idée qu'il s'agit d'abord de mettre en place une expérience artistique concrète, réelle, pas simulée, et à partir d'elle, faire un travail de réflexion critique ou une réflexion philosophique, idéologique, qui permettent à ce moment-là de pouvoir entrer dans un processus d'éducation. À la fin de ce stage, les 3 instructeurs se sont adressés à moi en me demandant si je ne voulais pas envisager de les rejoindre. Vous avez vu la tête. Compte tenu du travail fait ensemble et de tout ce que l'on s'était raconté et de ce qu'avait été ma formation et mes engagements, viens avec nous. Et ils ont ajouté, on a besoin de toi, il n'y a pas d'artiste parmi les instructeurs de cinéma actuels. Pouf. Moi, j'entendais être artiste, point d'interrogation. Je ne savais pas être un artiste. Je me pensais plus simplement comme un technicien de cinéma, opérateur de prise de vue, qui découvrait passionnément toute la liberté que proposaient les transformations techniques en cours des outils du cinéma au cœur des nouvelles démarches du cinéma direct. Et je partageais globalement leur point de vue sur les démarches cinématographiques qu'ils critiquaient et que j'avais un peu approchées tout au long de mon adolescence. Les instructeurs de cinéma de l'époque étaient en effet adorables, mais soit des animateurs de ciné-club, soit des animateurs de caméra-club centrés sur les pratiques amateurs. En schématisant à l'extrême, la pratique majoritaire des animateurs de ciné-club était la transmission d'un savoir sur les films et une instrumentalisation de la séance, réduite la plupart du temps à n'être qu'un prétexte à des débats thématiques. Le film, c'est le débat qui compte. Quant au caméra club, il développait une pratique avec une exigence de qualité technique très formatée et une fascination pour les processus de travail des professionnels. Sans oublier le coût de ces pratiques, compte tenu des nécessités techniques et industrielles imposées par le support pellicule. Les caméras clubs de référence réunissaient plus de gens fortunés que des acteurs de l'éducation populaire. L'outil emblématique de ces pratiques était la caméra Payard, avec ses chromes et sa peau en cuir noir. Même si je savais qu'elle était la grande sœur de ma première caméra 8 mm et surtout la caméra de Jean Rouch. J'ai dit pourquoi pas. C'est ainsi que dès la fin de mon service militaire, au service cinéma des armées en 1964, j'ai été coopté, notamment par Pierre Husneau, qui m'a présenté à Mademoiselle Guillaume. C'est elle, au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui était chargée du recrutement des instructeurs spécialisés et du suivi des stages de réalisation. Mon projet, le projet que j'ai proposé, le pari que j'ai proposé alors en toute innocence, pour répondre à leur invitation et tenir compte de mes propres réflexions, était de développer une action qui reprenne la pédagogie et la pratique des stages de réalisation, mais dans une action permanente, quotidienne, et dans un cadre géographique et social donné, pour moi, celui dans lequel j'avais grandi, Marseille, et plus précisément ces quartiers populaires du nord de la ville. C'est un peu une idée générale née dans une perspective éducative plus militante et sociale découlant de ma vie étudiante proche à la fin de la guerre d'Algérie. On n'était pas loin. Ne pas rester dans le vécu d'une situation à la durée limitée et choisie par des stagiaires individus, mais
chercher à faire vivre de telles situations dans des durées et pour des personnes rencontrées dans la vie quotidienne d'un quartier, d'une cité, d'une ville populaire. Une perspective qui a été validée par mes amis instructeurs et par Mlle Guillaume. J'étais alors installé en 1964 à la DR d'Aix-Marseille dans cette perspective. Claire pour moi, mais sans contenu administratif concret pour son directeur et pratiquement tous ceux qui lui ont succédé. Une sorte de carte blanche dans un service déconcentré de l'État qui n'avait rien demandé. Je les comprends. Alors, mise en pratique de ce projet, et je dis du point de vue du cinéma. On reste toujours sur cette idée quel est le travail cinéma qui circule dans cette aventure. Alors j'ai avancé en tâtonnant, en imaginant des situations de travail en fonction des partenaires qui prêtaient une oreille attentive à mes propositions. J'ai d'abord repris le chemin du lycée Marseille-Vert, qui avait été le mien, et qui avait été, à la Libération, un des premiers lycées pilotes en France mettant en œuvre une pédagogie inspirée de l'éducation nouvelle. Ce fut des premiers jeux basés sur l'improvisation, en lien avec les méthodes d'éducation active, par la création de petits films burlesques inspirés des films de Max Sennett. Max Sennett, c'était toujours le projet, ils ouvraient une malle avec un groupe de comédiens. Il y avait des accessoires dans la malle, chacun prenait un accessoire, se mettait un chapeau, s'embarquait. Et à partir d'une situation de base très simple, d'un coup, ça se terminait en une poursuite. Et le film se terminait en poursuite. Et c'est ainsi qu'un jour, on est parti sur l'idée, vous venez au lycée et vous arrivez en ayant construit un personnage. J'ai vu arriver un matin des gens sur des vélos, des gens avec un canard dans un panier, toute une série de choses. Et l'idée, c'était la sortie de fin d'année. Et ils se sont embarqués dans la sortie de fin d'année avec un prof qui avait une vieille de chevaux. Et ils sont partis, et ça courait en courant travers le lycée, pour arriver dans un endroit où il y avait un canal qui traverse la propriété du lycée Marseille-Vert. Et l'idée, c'était d'aller au bord de la mer. Et ils étaient au bord du canal. Voilà, c'était un peu l'idée d'une improvisation sur une espèce de scénario qui était un scénario de jeu. Je me suis rapproché aussi d'une jeune équipe de théâtre et spectacle des Tandberg, fondée par Alain Ray, un descendant direct de grandes figures de théâtre populaire comme Jean Dasté, Armand Gatti ou Roger Planchon, et installé à Martigues. On a cherché ensemble des formes combinant le théâtre et le cinéma dans la création d'un spectacle sur la vie de Jean Moulin, avec des démarches faites dans le Vercors avec les habitants. Dans la même direction, j'ai établi une relation étroite avec les CMA, dont j'avais été permanent pendant 6 mois à la fin de mon service militaire, et le Festival d'Avignon, et trouvé ma place dans l'équipe qui faisait le lien entre les jeunes accueillis dans les écoles de la ville et l'équipe de Jean Vilar. Et notamment à partir de 1965, où se sont retrouvés des films programmés dans le festival. C'est dans ce cadre que j'ai vécu les bouleversements de mai 68 et la mise en cause improbable de Jean, insupportable, insupportable, j'ai du mal à le lire, et pourtant c'est fort, de Jean Vilar pendant l'été. Je cherchais des propositions de travail tout en poursuivant ma découverte de ce qu'était devenu tout un mouvement, né après la Libération, entre expérience artistique et action culturelle décentralisée, que l'on appelle l'éducation populaire, entre l'institution scolaire et la sphère familiale. Dans ce chemin, très vite et par hasard, est arrivée une proposition qui a bouleversé ses premières tentatives, celle de prendre en charge le montage d'un film inachevé réalisé dans les Cévennes dans le cadre des tentatives de Fernand Deligny. Fernand Deligny, il me faudrait des heures pour vous raconter qui il est. Disons rapidement qu'il est considéré comme un éducateur atypique qui, tout de suite après la guerre, s'est mis à accompagner les enfants, les adolescents différents, au début délinquants, pour se retrouver à la fin de sa vie à accompagner des enfants autistes. Et au cours de son périnar, il a écrit des tas de choses, des tas de livres. C'est une œuvre absolument magique et très poétique. Et il a embarqué dans son aventure le cinéma. Peut-être sans trop savoir ce qu'il en faisait. C'est un autre débat et ça serait trop long de le développer ici. En tous les cas, je me suis retrouvé à prendre une matière cinématographique, inventée dans un dispositif complètement du type de ce qu'on pouvait imaginer des stages de réalisation, mais là, fait par des individus qui se sont dit « Qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant pendant 3 ans ?» On fait un film. Et ils se sont mis à vivre ce film, travailler ce film, et déposer dans une malle
pratiquement 10 heures d'images et de sons, qui m'arrivent tout à fait par hasard, et je m'engage dans le travail de ce film, dans le montage de ce film. Ça a été un long travail de cinéma, où se sont tissés nombre des fils de ces premières tentatives, et qui ont débouché aussi sur la rencontre, de nouveau, de Chris Marker et de son immense œuvre. Ce film, Le Moindre Geste, s'est retrouvé à la Semaine de la Critique à Cannes en 1971. J'ai reçu à cette occasion un télégramme du cabinet du ministre, fonctionnaire donc au cœur du temple de l'art cinématographique. Ça m'a amusé. Ce film reste pour moi un interminable champ de réflexion et de recherche sur le cinéma. J'en interroge encore aujourd'hui tous les gestes qui l'ont créé. Alors comment s'est imposée dans ma pratique, à partir de cette expérience radicale du moindre geste, la nécessité d'inventer avec mes partenaires des situations où la création cinématographique, quelles que soient les formes qu'elle prenne, ne soit pas soumise à d'autres fins extérieures à son propre développement, mouvement, recherche, mais aussi vivre ces gestes de cinéma avec ceux concernés, impliqués, partie prenante de cette action. Des pistes, des chantiers dont les traces essentielles ont été emportées par ceux qui en ont fait l'expérience. Je redis, le jeu, le pré-cinéma comme jouet, l'image scénopée, l'improvisation, la nécessité du lieu public spécifique, d'un lieu où cette aventure et ces expériences peuvent se vivre collectivement. Recherche cinématographique, d'abord sur un lieu qui s'appelle le Merlan à Marseille, et plus tard sur l'Alhambra. Réflexion qui croise celle d'autres CTP, comme Jean Herman en particulier, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans notre aventure, et qui a imaginé un lieu expérimental pour l'INGEP qu'il n'a jamais construit. Que serait le Festival d'Avignon sans la cour d'honneur du Palais des Papes? L'invention des outils, leur adaptation à des gestes précis de création, outils de la vidéo quart de pouce réaménagés, caméscope 8 mm plutôt étanche, bande montage humatique transformée, customisée, mis sur des roulettes, développement des outils Super 8 dans le cadre de l'atelier créé par René Alliot pour des usages de son synchrone, l'invention d'une application numérique intuitive, Limaçon, pour créer du bout des doigts des bandes son pour des images, l'enfant encore au cœur de la réflexion, et puis pendant toute une époque, pendant une dizaine d'années, la découverte, le déplacement, l'étonnement par les voyages à Porquerolles avec des enfants, classe de cinéma transplantée, séjour des élèves préparant le bac, un grand moment et des journées d'études réalisées dans ce cadre-là. Et puis, vers la fin de mon histoire, l'enfant spectateur, avec la création de l'Association nationale des enfants de cinéma, qui ont coordonné le dispositif École de cinéma en France. Et enfin, détournement cinématographique de films de commande. J'ai pratiquement pas réalisé un seul film qui n'était pas lié à une commande, y compris Le Moindre Geste. Les Voyages du Château, c'est un film que j'ai fait à partir d'une commande sur célébrer l'anniversaire des congés payés de 1936, un film sur le canal de Marseille et un film de commande du ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'appelle Le Bel Espoir. J'avais été conduit de force par le ministre Joseph Comiti à l'arrivée de ce bateau Le Bel Espoir pour voir enfin les enfants qui étaient des jeunes drogués qui avaient fait le tour de l'Atlantique avec ce bateau sous l'autorité d'un beau capitaine, ancien commandant de la Marine nationale. Et il fallait absolument en faire un film de propagande. Je ne l'ai pas fait et j'ai fait autre chose. Même si j'avais le directeur de la jeunesse d'un côté et l'inspectrice générale de l'autre côté de moi, de chaque côté, pendant que le bateau arrivait. Et je ne tournais pas parce que je disais non, je ne peux pas tourner parce que les enfants ne m'ont pas donné la permission de tourner. Bon, voilà. Et enfin, les outils du spectateur, la salle, sa scénographie et ses usages. De tout ça, je peux dire que ce qui est central pour moi dans cette réflexion et dans cet itinéraire, c'est de sentir à quel point l'art est une expérience. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça. J'ai adhéré à cette approche-là, même si elle a été surtout développée ensuite par en particulier un philosophe important qui s'appelait John Dewey et qui a écrit « L'art est une expérience ». Et ce qui apparaît lentement pour moi dans cet itinéraire, c'est la nature de l'art. Un mot qui écarte, qui sépare, qui divise, un univers, un ensemble infini de gestes, d'œuvres, de textes tenus à distance de pratiques quotidiennes et populaires, de gestes, de récits, de jeux, adoration, croyance, magie, dons, posture, et pourtant, nécessité vitale et quotidienne
où se joue notre rapport symbolique au monde. Je n'ai pas eu une claire conscience de cet enjeu tout au long de mes expériences. C'est maintenant qu'il s'impose avec force. La question pour moi n'est pas d'être ou pas un artiste, cet extraterrestre admiré, mais que nous puissions tous vivre dans notre vie quotidienne cette dimension essentielle, vitale de notre humanité, faire l'expérience de l'art. J'ai un jour trouvé cette photo. Celle qu'il a prise aurait dû être avec nous aujourd'hui et malheureusement, elle n'était pas disponible. Une petite fille qui marche sur la route et qui découvre qu'en bougeant son seau, elle changeait l'image. Elle a une caméra à la main et elle fait une image. Et elle regarde l'image projetée. Elle ne regarde pas son seau. Donc tout ce rapport-là entre je me vois en ombre, sur cette ombre, je joue avec ma main, c'est ma main, et c'est une image, et je la regarde, c'est moi qui la fais. C'est pour moi un ensemble de relations qui s'établit là, et qui me font dire à quel point cette capacité à imaginer, à questionner le réel, à ouvrir une perspective qui est de l'ordre de l'imaginaire, elle est au plus profond de notre humanité dès l'enfance. Et je pense que reconnaître cette dimension essentielle, universelle de cette expérience, prendre conscience de son développement en chacun de nous, à partir d'une même compétence, manifeste en chaque enfant l'imagination, le récit, le jeu, elle joue avec son petit seau. C'est tout à la fois des gestes de création et des rencontres d'œuvres, autant de situations où tous nos sens et notre imaginaire sont mobilisés. Certes, un processus qui peut s'engager sur des voies d'une extrême complexité, innovante, radicale, Cézanne, Picasso, Proust, Miles Davis, sans limite dans le temps et l'espace, et construire des vies d'artistes. C'est sûr, un artiste qui engage sa vie à vivre en permanence ce travail-là, ce qui n'est pas forcément nécessaire, que ce vécu-là n'est pas nécessaire pour chacun d'entre nous. Par contre, qu'il en fasse l'expérience, qu'il en soit confronté à cette expérience-là, il en a besoin pour retrouver en lui quelque chose d'autre que ce qui s'impose à lui de façon massive et formatée. Et donc je dis, il me semble, l'éducation nécessaire, le développement de nos perceptions sont lentement recouverts de tout un apprentissage social, scolaire, une adaptation au modèle, aux usages, par le développement de la parole, du discours, formatage. L'expérience artistique se heurte de plein fouet à ces évolutions, transformations. D'où la naissance parfois d'un désir militant de lutter à contre-courant et faire tout à la fois retrouver le chemin et l'emprunter à nouveau dans un travail pédagogique à renouveler sans cesse. Et là, rappelez que le pédagogue, et j'aime beaucoup moi me situer par rapport à cette approche-là, le pédagogue dans l'Antiquité, ce n'est pas un maître, c'est un esclave. Son rôle, c'est de prendre l'enfant à la sortie de la maison, de l'accompagner chez le maître pour savoir, et de le ramener. Et dans le chemin, son rôle, c'est où on va, d'où tu sors, comment tu as envie, est-ce qu'on y va, et au retour, alors qu'est-ce qui s'est passé, comment tu reviens, et le ramener. Et donc, c'est d'accompagner, c'est d'être dans cet aller-retour pour peut-être à un moment partir vers et quitter le chemin, vers quelque chose d'autre qui n'est pas forcément le maître, qui est le seau, l'ombre, etc. Et à ce moment-là, le pédagogue, celui qui lâche la main, qui est là, mais qui lâche aussi. Et donc, la mise en œuvre d'une éducation artistique fonde sa nécessité sur cet état de fait. On a besoin de penser à une action d'éducation à organiser, à mettre en œuvre, sur cette base d'un état de fait qui est que le développement humain et social fait que quelque chose d'essentiel que l'on a chacun d'entre nous, en nous, et de façon collective aussi, est mis en question. Et qu'il faut peut-être retravailler ces mises en question pour retrouver le chemin et refaire émerger cet état des choses dans cette expérience artistique. Et je disais, et je l'ai écrit comme ça, l'éducation artistique, c'est ni une technique d'animation, et là, peut-être qu'on coupera, mais
je pense toujours à... Il y a un personnage qui s'appelle Franck Lepage qui a fait des tas de choses, qui a fait des conférences gesticulées, où il a beaucoup travaillé sur l'éducation populaire, l'action culturelle, le développement culturel, en le mettant en question et en essayant de dire à sa manière à lui, raconter à sa manière à lui cette histoire d'une certaine façon. Et il a pris un jour un exemple pour essayer de dire à quel point sa pensée de cette éducation, c'était... Il évoque une inspectrice générale qui n'est pas Mlle Guillaume, mais qui était celle qui travaillait dans le bureau d'à côté, Mlle Faure, qui lui racontait qu'elle était inspectrice dans les services de la jeunesse et des sports en Algérie, ou au Maroc, je ne sais plus exactement, et qu'elle le disait, certains jours, certaines fois, je prenais la route et je faisais une après-midi, une soirée, plus que ça, à travers le désert pour arriver dans un oasis, rencontrer des habitants. Et là, dans la veillée, je leur lisais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et Franck Lepage dit, l'important c'était le chemin, c'était d'aller. Et moi je rajoute, s'il n'avait pas lu Le Petit Prince, ça n'aurait pas été la même chose. C'est pas vrai que Le Petit Prince n'était que une manière de vivre, l'essentiel qui aurait été le voyage. Le voyage était essentiel, il a un sens. Mais le fait que ça se cristallise, que ce geste-là se cristallise par la rencontre du Petit Prince, raconter une nuit au feu, avec un feu au milieu du désert, eh bien, je pense que d'un coup, l'œuvre, ce moment-là, cette expérience artistique concrète proposée, qui n'est pas le chemin. Quand elle marchait, Mlle Faure, elle n'était pas dans une expérience artistique, elle allait vers quelque chose. Mais l'expérience artistique vécue la nuit, elle pouvait reprendre le chemin après, en disant qu'effectivement, elle n'avait pas fait le voyage pour rien. Je pense que ce n'est pas une technique d'animation, l'éducation artistique. C'est, à un moment, se retrouver dans une expérience concrète de création. Et de la même manière, par rapport à l'éducation nationale, ce n'est pas un enseignement disciplinaire développé par le ministère de l'Éducation nationale avec l'histoire des arts ou des démarches intéressantes. Il y a plein de disciplines sur l'art. On peut le prendre du point de vue historique, du point de vue technique, du point de vue sociologique, de tas de points de vue, mais quelque part, l'éducation artistique n'est pas une discipline. Et dans le domaine du cinéma, la dérive qui s'est développée récemment sur cette question-là, c'est qu'on a fini par en faire un enseignement disciplinaire qui a pris un nom qui s'appelle l'éducation à l'image. Or, il se trouve que l'image n'est pas une langue. L'image, comme le disait Fernand Deligny, l'image ne dit rien. Et donc, l'éducation artistique est pour moi une expérience artistique au cœur d'une situation pédagogique émancipatrice qui nécessite un partenariat étroit avec des artistes. Alors, fonctionnaire. Bon, être artiste n'est pas un statut. C'est simplement décider de consacrer sa vie, ou une partie, comme l'a fait Rimbaud, à la création artistique et donc de chercher à se construire seul ou collectivement une situation professionnelle qui permette de vivre de cette activité entièrement ou partiellement. Il ne peut y avoir d'artistes fonctionnaires que si l'État ou toute autre institution publique engage une action directe de création ou de diffusion artistique et embauche des artistes chargés de sa mise en œuvre. L'éducation artistique est une de ces actions publiques nécessaires. Elle trouve sa place à l'école, mais aussi dans la vie sociale et familiale, et elle déborde la seule éducation populaire. Dès la Libération, au sein du ministère de l'Éducation nationale, une action d'éducation artistique et populaire est engagée. Jean Guéhenno, entre autres, l'a portée et des instructeurs spécialisés ont été recrutés en tant qu'artistes, peintres, musiciens, acteurs, metteurs en scène, poètes, photographes, et une pédagogie s'est développée à travers les stages de réalisation, comme je l'ai raconté. Un travail de création avec, d'éducation plus que d'enseignement, éducation populaire, action culturelle, éducation artistique, tous les noms ont pu être donnés, ces actions ont pu porter tous ces noms-là. Ces actions qui ont inspiré celles des associations d'éducation populaire ont été portées par les services de l'État qui ont donné lieu à la création du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les instructeurs, d'abord salariés, contractuels du ministère, sous ses différentes appellations, sont devenus fonctionnaires au moment de la création du corps des conseillers techniques et pédagogiques dans la fin des années 60. En 1958, le ministère de la Culture ne s'est pas engagé dans cette voie. Son action est restée au service des artistes par le financement de structures se donnant comme objectif
de la création et de la diffusion d'œuvres. Les seuls fonctionnaires de ce ministère sont des collaborateurs administratifs. Il semble qu'André Malraux ait regretté de ne pouvoir intégrer les instructeurs CTP dans son ministère et donc avec eux leur mission éducative. Un livre de Geneviève Poujol, qui était directeur de recherche ou qui faisait de la recherche à l'INGEP, le raconte. Il faut noter que la plupart des premiers directeurs des nouvelles maisons de la culture étaient d'anciens instructeurs de théâtre comme Gabriel Monet à Bourges. Une coupure symbolique s'est constituée. Pendant la réalisation du film Aboulouris, je percevais chez les 3 instructeurs une certaine urgence à témoigner, compte tenu des changements politiques en cours avec la création du ministère de plein exercice de Maurice Herzog et les évolutions rapides de son réseau associatif vers une professionnalisation des métiers de l'animation. Il y avait aussi la force et l'attraction du tout nouveau ministère de la Culture fondé par André Malraux et qui revendiquait clairement être le ministère des artistes. Mes amis instructeurs se sentaient abandonnés par le ministère et la volonté de faire un film était d'une certaine façon un acte de résistance ou de témoignage. On pourrait suivre de façon plus précise l'institutionnalisation de ce métier d'animateur, mais peut-être ce n'est pas forcément nécessaire. Je l'ai dit plus ou moins. Je ne le savais pas, mais en 1965, en commençant ma tentative, tout était déjà joué. Et je m'engageais sur un chemin où je serais très seul et de moins en moins en phase avec la politique du ministère. À ma connaissance, il n'y a plus aujourd'hui dans ce pays d'artistes fonctionnaires en tant que tels. Marie-Josée Monzin, philosophe, dans un livre qui est paru en décembre 2012, Éducation populaire, une utopie d'avenir, de la revue Hors-Champ Cassandre, a écrit cette phrase. Si l'on a voulu, après les désastres de la dernière guerre, donner enfin sa forme à l'éducation populaire et au partage populaire des œuvres et des formes de la création, ce fut avec la conviction et l'espoir que désormais la construction d'un monde politique ne pouvait s'accomplir que par la voie de la création, du partage et de la transmission des choses et des signes. L'éducation en était l'organe fondateur, puisqu'elle donne à chacun les ressources de la parole dans tous les registres du possible, à la fois émotionnel et rationnel. Ce qui signifie que si la réalité nous confronte à la violence des inégalités, et si les abus du pouvoir nous réduisent au régime tyrannique d'un marché qui se croit inéluctable, alors la vie politique nécessite impérativement que les figures imaginaires et les énergies fictionnelles soient seules en mesure de dégager les formes d'autres mondes possibles. Et seul le possible est le champ du partage pour tous de façon inconditionnelle.